Dans l'eau chaude, avez-vous un commentaire à faire sur l'État, sur toute la situation au PLQ? J'ai assez de choses à m'occuper ici à Ottawa que je vais laisser mes collègues de Québec faire le travail qu'ils ont besoin de faire. Vous savez, vous regrettez le fait de ne pas être allé au PLQ finalement? J'ai quand même pas mal de choses à faire. Ça s'appelait un budget fédéral récemment, puis on a réussi à avoir les votes en chambre. Alors j'ai eu pas mal à faire. C'est vous qui va s'en sortir? Dans le budget, vous parlez d'une stratégie industrielle de défense. Oui, ben oui. Ça, là, vous espérez important. que ça va créer combien d'emplois puis générer combien d'économies? Ben, écoutez, ce qu'on a vu, c'est que la défense, ça va être un vecteur de croissance économique, comme ça l'est déjà chez nos voisins du Sud depuis des décennies. Alors, l'idée, c'est comment on peut utiliser cet argent-là qu'on devrait investir de façon intelligente dans une université, dans nos collèges, en recherche et développement, pour être sûr qu'on puisse avoir ça comme moteur économique. Le nombre d'emplois, écoutez, c'est sûr que c'est... À terme, ça serait certainement des centaines de milliers d'emplois, je pense, parce qu'à terme, si vous regardez l'idée de bâtir une industrie de la défense, c'est pas seulement pour les besoins canadiens, mais quand vous regardez les pays du G7, les pays de l'OTAN, ça représente plusieurs trillions à terme. Donc, avec à terme, ça veut dire quand, ça, 10 ans? Ben, écoutez, si vous regardez les dépenses militaires au sein des pays du G7, au sein des pays de l'OTAN, c'est des sommes très importantes. Alors, si on parle, par exemple, le Global Eye de Bombardier, si on pense à CE, c'est sûr qu'il y a beaucoup à faire en matière de défense, puis ça va créer des emplois chez nous. Mais présentement, dans le secteur de la défense, juste pour le monde, présentement, dans le secteur de la défense, 84 000 emplois. Ça vous dites qu'on peut en créer 100 000 de plus confiance. Non, je veux dire, à terme, je veux dire, si je regarde le potentiel économique, non seulement au Canada, mais quand je le regarde dans l'ensemble des pays du G7, dans l'ensemble des pays de l'OTAN, je me dis, on a la chance d'avoir une industrie chez nous qui est forte. Vous savez, on est un des rares pays qui fait des avions, on est un des rares pays qui a des chantiers navals, on est un des rares pays qui a une grande capacité. L'intelligence artificielle, le quantique, la cybersécurité. Alors, c'est pour ça que je regarde ça. Puis je me dis, à terme, ça va créer beaucoup d'emplois, puis c'est un moteur économique important. Ça veut dire que Canada is one of the very few countries in the world who can develop natural resources in a sustainable and responsible way. I don't want to prejudge what may happen, but I would say that Canada is an energy superpower. Doing that responsibly, sustainably. Canadians understand now the nexus between energy security, economic security, and national security. I think people understand we live in a different world, and I'm sure that with technology you can do that in a very responsible way. Minister Champagne, in the Budget Implementation Act, you're changing the definition of provinces when it comes to paying the amount of money that veterans need to pay for long-term care. That's a change of what the definition meant, and it means that, no, that's not your interpretation. Well, I mean, the only thing we've done for veterans is to adjust the price that we reimburse for cannabis to the market price. That's the only change. No, you're changing the law. You're changing the law so that the word province means provinces without territories, but previously it meant provinces and territories, and it determines how much money is paid for long-term care. You are making that change. I read it in the... Well, I appreciate what you may have read, but what I can say is that when it comes to services to veterans, actually we added money to support veterans, recognizing the service they've done to our nation. We have added money to make sure that the service delivery and the time is reduced, that we can better serve veterans. So that's certainly our intention. Like I said, the change that we've made with respect to that. But I'm happy to look into that and come back to you. But what I can say is that we purposely put aside more money to better serve our veterans. Monsieur Champagne, juste une petite question, là, les déclarations de guerre de Mme Joly concernant sa sortie concernant l'indépendance du Québec, comme quoi, en fait, le livre bleu, c'est comme un plan pour jeter le Québec dans les bras de Donald Trump. Avez-vous un petit commentaire là-dessus? Est-ce que c'est un petit peu trop fort en café ou est-ce que vous appuyez ça? Moi, ce que je pense, c'est que, honnêtement, si je regarde ça, il y a tellement d'incertitudes présentement à l'échelle mondiale. Et les gens le sentent à la table de cuisine, à la maison, dans les usines, dans les champs, nos fermiers. Je pense pas que c'est le bon moment d'amener plus d'incertitudes. Vous savez, quand vous regardez ce qu'on appelle l'index de l'incertitude, hein, le Fonds monétaire international publie ça,
Et là, vous regardez le niveau d'incertitude présentement, il est plus élevé que durant la dernière crise financière en 2008. Ça vous en dit long, là. Ça veut dire qu'on est plus élevé dans l'incertitude mondiale aujourd'hui, de façon substantielle qu'en 2008. Alors, moi, je pense que ce que les gens ont besoin présentement, c'est de la stabilité, prévisibilité. Les gens trouvent que, moi je dis souvent, les choses changent vite, ça change à beaucoup d'égards, ça va vite, la technologie, la géopolitique, les tarifs, les chaînes d'approvisionnement, c'est beaucoup en même temps. Alors moi je vous dirais je prône, parce que je pense aux gens de chez nous, là. Le monde, moi je les rencontre sur la rue, j'ai pas besoin de sondage, là. Vous savez, moi les gens, je les vois puis ils me parlent. Est-ce que ça commence à faire partie des discussions quand vous entrez maintenant au caucus national? Est-ce que vous commencez à parler de ça, de stratégiser sur... Ce que je vous dis, moi, c'est une réflexion personnelle. C'est que je parle aux gens, puis les gens me disent, il y a beaucoup de choses qui changent. Alors, on a besoin de stabilité, prévisibilité, on a besoin d'un... Est-ce que ça vous inquiète? Bien, moi, ce que je veux, j'essaie de répondre aux besoins des gens qui me parlent en me disant, écoutez, c'est pour ça que le budget, les gens disent, bon, ben là, au moins, on a une feuille de route, on sait où on s'en va, l'abordabilité, c'est important, la fin du mois, mais en même temps, on a un plan pour l'avenir. Moi, je pense que tout le monde, ce qu'on aimerait savoir, c'est si le gouvernement mais ce que je vous dis, c'est que les gens ont besoin de prévisibilité, de stabilité dans un moment où il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, moi, je pense pas que d'amener plus d'incertitudes à quelque niveau que ce soit au niveau politique, ça aide. Les gens ont besoin d'être rassurés puis de dire, ben on va s'en sortir ensemble. On est incertain de savoir si vous en parlez au gouvernement. Monsieur Champagne, comment ça va le COVID que vous devez recouvrir? J'ai pas eu la chance de faire le suivi, mais on va le faire puis on va vous revenir. Mais êtes-vous intéressé à aller chercher 11 milliards? Oui, mais comme je vous dis, pour répondre spécifiquement à votre question, il faut que je consulte. Mais hier, vous comprenez, on avait la visite du roi de la Suède et je le rencontre encore dans une heure. Alors, vous comprenez que j'étais un peu occupé hier. Comme ministre des Finances, quand vous voyez 11 milliards là, que vous pourriez aller chercher, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est important. Comme je vous dis, on va faire le travail nécessaire. Mais pour répondre spécifiquement à votre question, il faut que je vais voir, parce que j'aime ça vous donner plus de détails, mais comme vous savez qu'une visite royale, on n'a pas le roi de la Suède à tous les 2 jours à Ottawa. J'étais un peu occupé à travailler avec lui hier, puis en partie aujourd'hui, mais on va vous revenir. Est-ce que le souper était bon? C'était un bon souper. First of all, are you with the Prime Minister negotiating a new oil pipeline with Alberta? I won't comment on an article with anonymous sources. But how comfortable are you? He's already said that he's already in this MOU discussion with Alberta for a new oil pipeline. Let's see what the MOU will say when it's made public. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mme Joly par rapport à ses commentaires sur le livre bleu et le Parti québécois qui veut lancer le Québec dans les bras de Donald Trump? Écoutez, je pense que on est très, très loin d'une élection provinciale, encore plus loin d'un éventuel référendum. Alors moi, je ne vais pas commenter là, sur des situations hypothétiques. Généralement, je ne commente pas là-dessus. Mais est-ce que vous trouvez que les fédéralistes québécois devraient durcir le ton par rapport aux indépendantistes qui accusent les libéraux fédéraux de vendre le Québec ou bien de se mettre à genoux devant les Américains? Moi, regardez, dans le dernier budget fédéral, on a fait des investissements historiques dans les arts et la culture. Pour Radio-Canada, pour l'Office national du film. C'est l'investissement le plus important pour l'Office national du film, qui est une institution canadienne, mais très, très, très importante au Québec. L'investissement le plus important dans des décennies. Nous avons investi dans le journalisme local. Nous avons investi dans plusieurs projets. Oui, je pense à l'espace Hubert Reeves, à la Malbaie, je pense à l'agrandissement du sport de Saguenay. Tous des projets contre lesquels le Bloc québécois se présente en disant « Hey, wow, on est content pour ces projets-là », puis ils ont voté contre le budget qui permet de réaliser ces projets-là. J'ai un certain problème avec ça. Can there be an oil pipeline or an MOU with Alberta if BC Premier David Eby is against it? You've heard the Prime Minister, you've heard Minister LeBlanc say a number of times publicly that for any projects to materialize, those projects will have to be made with the accord, the agreement of provinces. On the fossil of the days, Mr. Guilbeault, Canada was awarded the fossil of the day at COP30. Par rapport au pipeline, est-ce que vous, personnellement, un nouveau pipeline, c'est quelque chose que vous seriez prêt à défendre? Ce dont il est question, c'est d'un accord éventuel sur une proposition de pipeline. Et si le pipeline devait aller vers la côte ouest, ce que le premier ministre a dit à plusieurs reprises, le ministre Leblanc l'a dit également, c'est qu'un pipeline comme ça devrait se faire avec l'accord des provinces participantes. Donc, si on allait sur la côte ouest, il faudrait que le BC, la Colombie-Britannique, soit d'accord avec ça.
talks about a potential oil pipeline to the coast of BC. What do you think about that? There's a report in the Globe that they're finalizing an MOU with Alberta about the pipeline. So can you just talk about your environmentalist? What do you think about it? Well, I mean, I'm not privy to those talks that are going on. I think what's important is what Minister Hodgson and the Prime Minister said, is that for any projects, particularly anything that's going to be listed on the national project or the major projects list, it's going to have provincial buy-in and Indigenous support. And you can see that the province and Coastal First Nations have been very clear. They've had a public binding agreement related to the potential of a Northwest pipeline. So I think that's really important to keep in mind in this. I'm not sure what may or may not be going on in any discussions in an MOU, but I think that's the salient fact. Do you think there's any openness among your constituents for the federal government to lift or create any exemptions to that oil tanker moratorium? I'd say that what I've heard from constituents is very much in line with what Premier Eby has said very publicly about that, and has been in that agreement that I mentioned. Do you think that should be a route the federal government travels down as it does this negotiation, based on what you've heard from your constituents? I think what's important is what the commitments have been made both by Minister Hodgson and by the Prime Minister to date. I think that's very much in line with what certainly folks in my riding have told me and with British Columbia. But what's your message to your constituents who are reading that the feds at least are open to repealing some of this oil tanker ban? What's your message to them if they say we're really concerned about this? Well, I think it would just point to the comments that Minister Hodgson and the Prime Minister have made. So thank you very much. Do you think there's any appetite among constituents in BC and those who you represent to see an oil tanker ban off the coast of BC lifted? I'm in Cape Breton. I know, but are you not? You are also Indigenous caucus chair, right? I am. But, how do you think that this proposal might go over? Which proposal? To potentially the federal government in negotiating with Alberta, creating some kind of a carve-out for an oil tanker ban. I'd rather hear from the Indigenous stakeholders before I come up with an opinion on it. I haven't heard much from it. The chiefs will be around in 2 weeks. I'm sure they're going to give us their opinion on lots of it. An Indigenous caucus, though? Surely this has come up. We don't talk about what we discuss in caucus, but in 2 weeks the chiefs will be in town and they'll be talking to us about our priorities. I look forward to welcoming the chiefs from across Canada and hearing more about it. But you haven't heard anything yet? No. Can I ask you about the buyback pilot program in your riding? How's that going? I haven't heard anything negative about it. People aren't talking about it. What they are talking about is the $12 million project that we got in the budget from BDEC. All the compensation they got from Ottawa, everyone will receive $145,000. What do you think of that? I haven't heard of that. I'm sorry. It's not something that I've heard. I haven't put my mind to it, so I don't want to comment on something I haven't really put my mind to. À terme, ça. I don't think so. I mean, because the Conservatives in the Bloc will basically have their slant on it. I think that what we saw from the Senate was a very much, people looking at something that was a no-brainer in terms of what we could have done on enfranchisement. They would have passed very easily and said, most people said we didn't go far enough. And that's fine, but at the end of the day, what we really need to do is not throw things into legislations and change the scope of something. What we really need to do is have the conversation about getting buy-in from the First Nations community. And as far as I know, that there is no AFN resolution right now calling for this. And I've talked to the national chief, the executive, and saying, let's have a good conversation on this. It's one thing to say, let's get rid of something in the Indian Act. It's an entirely other thing to say, here's what we replace it with, and we're going to do this unilaterally in a one-size-fits-all approach, which I generally think that most First Nations communities across Canada will love. The oil tanker ban that might be lifted. I think if, first of all, I don't deal in speculation. I think the Prime Minister has been very, very clear about the conditions on what would need to be done. I think you've heard my colleagues say that. There has to be Indigenous consent. The province's impact have to be on board. And those are the conditions. And right now I don't see that. And it's all hypothetical right now. Do you think there's any appetite among those who you represent and elsewhere in BC to see any kind of exemption or carve-out of this oil tanker ban moratorium? There isn't anything right now. I think we've made it very clear what our position is going to be. There has to be Indigenous consent. There has to be consent from the provinces that are impacted.
elected. My constituents believe very, very strongly in those two principles. How do you think this is going to go over in BC Liberal caucus? But certainly, for a lot of people, that ban is important, and it's something that they care about a lot. I mean, I think it's an important question to ask the people who live on the northwest coast of British Columbia. But it was something that we put in place because there was a huge public demand for it, and it's important for us to be able to ensure that we're protecting, really delicate ecosystems. So I think this is an important conversation to be having. Do you think it's wise that it appears the federal government negotiating with Alberta has put a potential exemption or a lifting of this on the table? Well, again, this is a national conversation that needs to happen, but most importantly, it needs to happen with the communities who live along that coast, because they're the ones who would be most affected by lifting that ban. I can say that, over the last 10 years, we've heard consistently from Canadians that this is something that matters and is important and is something that they want. And so, I think this is a dialogue that will be a contentious one. But again, it's the people, the communities who live on that coast who need to be talked to first. Êtes-vous à l'aise avec un oléoduc entre l'Alberta et la Colombie-Britannique? Excellente question. Moi, ma préférence est toujours d'assurer que nous protégeons l'environnement et que nous faisons les décisions qui sont importantes pour le futur de notre pays et de notre monde. Moi, j'étais en compte d'un oléoduc qui traversait cette partie de notre pays. Il y a des autres options. On voit, j'étais toujours en faveur de Keystone XL. Ça, c'est un oléoduc que je comprends. On a déjà un oléoduc qui va d'Alberta à la Colombie-Britannique. On l'a expanded, on l'a agrandi. Et c'est quelque chose qui existe déjà. Alors, ça, c'est où je suis personnellement. At COP30 yesterday, Canada was awarded the Fossil of the Day Award. It's a satirical award, but nevertheless, how do you think the government's direction with regards to climate action is impacting its international reputation as a climate leader? Well, look, I mean, for me personally, climate change has always been something that has motivated me to be in politics, to ensure that we're doing things that are ensuring that our children and our children's children continue to have a planet to live on. I know that there are important items in the budget that are going to advance the climate agenda, but I think there's also more that we can do. Look, increasing the industrial price on pollution is an important measure. Ensuring that there are methane regulations are important measures, but this is a conversation that we need to be having as Canadians, and ensuring that we are making those investments in clean energy in the transition, I think, continues to be something that is important. When you look at the grids in Ontario and Quebec, we have some of the cleanest grids in the world. We can be a leader in this space, and that's something that I continue to believe in. Do you think c'est possible pour un parti libéral qui se veut aussi environnementaliste, ou en tout cas se voulait environnementaliste, de construire des pipelines tout en défendant l'environnement? Comment vous voyez que on est capable de réconcilier ça? Bon, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, mais c'était le twinning du pipeline qui existait déjà. Moi, je suis à l'aise avec ça. J'étais à l'aise avec l'oléoduc Keystone XL, et je crois qu'on a besoin de continuer cette conversation. On voit que plusieurs endroits dans le monde, ils sont en train de transitionner à l'énergie plus propre, plus verte. Ici, en Ontario, en Québec, on a des réseaux électriques les plus propres presque dans le monde. Et quand on parle d'interdire... On voit que c'est possible, et j'espère qu'on va continuer dans ce chemin parce que les changements climatiques existent. On voit l'augmentation des événements de météo extrêmes qui posent des dangers aux Canadiens. Et à mon avis, c'est important de toujours continuer dans cet égard. Je sais que c'est une conversation importante, mais on doit aussi penser à la souveraineté de notre énergie. Quand on parle l'annonce il y a 2 semaines à Darlington sur la question de l'électricité nucléaire, c'est important. Alors, on sait
sait qu'on peut faire des investissements importants qui sont propres, qui sont plus vertes, et je vais continuer de pousser le gouvernement dans sa direction. Quand on parle d'éliminer a proposal, but right now the government's position remains the same. But it seems that there is negotiation going on with Alberta, and Alberta is hoping that that negotiation warrants some kind of lifting or exemption for that policy. What do you make of that? I don't think that's anything new. I think that's where Alberta's been on this issue for some time. But the government's position has been clear that the provinces have to consent and that First Nations have to consent before any project will go ahead. Have you been given any assurances as a member of Parliament, though? Because we're seeing that the federal government appears to be open to negotiating this with Alberta. That's the message that's coming from Alberta and the federal government as well. So what assurances do you have that the federal government isn't going to put any kind of an exemption in place for this policy? What we have is the standard that the Prime Minister has consistently outlined since the campaign, that there are 5 different criteria that any project has to meet before the government would approve it. That hasn't changed as far as I'm concerned. What are you hearing from your constituents about the idea of doing anything around the soil tanker ban? What's been the message from them thus far? People in my community are proud of the coast, proud of our coastal economy, and committed to protecting it. That's the legacy of my predecessors in the riding. That's the legacy of many, many years of leadership in British Columbia, and that's what the people in my community want to see the government uphold. Could you Thank you very much. Take care. Well, our government has a very clear position. Till there is a consent from Indigenous people, and till there is a province of British Columbia online with it, there will be no backing. What do you make of this apparently being part of the talks with Alberta and this MOU that Prime Minister Carney is looking to sign with Greaves-Smith? Well, we are not aware of any such a thing, and those are all speculations. Prime Minister has been very clear, till those conditions are met, there will not be a conflict. Thank you. Over with your BC caucus. I think there's an obligation for us to work with, whether it's the private sector, the different governments. We have to look at building Canada strong, and part of doing that is working for consensus, looking for consensus where we can, and be a peacemaker and try to make things happen. But do you think consensus can be reached on the oil tanker ban? The Constitution, by default, allows reasonable limits to constitutional rights. When you use the notwithstanding clause, you are effectively saying, I want to impose an unreasonable limit on constitutional rights. And that shouldn't be done lightly. Like, the notwithstanding clause was designed for when the courts have really gotten it wrong and there's a massive majority opinion on the side of taking action, right? So 90-10 issues, 80-20 issues, 70-30 issues even, sure, but not 50-50 issues. And to use the notwithstanding clause so cavalierly, especially for a Conservative government, which is supposed to be a champion of individual rights, that's very troubling. What do you think about this idea of lifting the oil tanker ban off BC's coast? Oh, you were just talking about that. So, look, I think there's big negotiations, big conversations going on. I'm not party to them, so I can't tell you what the thrust and parry of those conversations have been. But I think ultimately what we need to do as a country, and that includes between Canada and Alberta and also BC and others, is get to common understandings of things like carbon pricing, action on methane, actions like the Pathways project that would sequester carbon. And look at this as a whole bundle, right? So energy development in conjunction with environmental action. And so that's what the Prime Minister and the Premier of Alberta are talking about, is getting to an understanding on all of those things and making sure that we can grow our energy sector while also still being environmental stewards and getting to our net zero goals. Are you worried about how this is going to go with the BC Liberals and the BC caucus? Well, look, we're reacting to the same Globe and Mail reporting that everyone is, right? Those conversations are being tightly held, but it's a big picture thing. I think if you look at items in isolation, you might have one opinion, but when you look at issues like as a whole, you might have different opinions still. So. More of a net positive or a net negative in the Alberta-Ottawa relationship? I would have to see the whole picture. Honestly, we need to make sure that we are pairing any economic action with environmental action, that we're growing our economy in responsible ways, and I would need to see the whole picture to see where it is. You reach between Alberta and BC, they seem pretty diametrically opposed from what the provincial governments have been saying. Yeah, look, they definitely seem set off against each other right now, but what I like is that people are talking and that there's discussions going on and that there are big economic conversations, big environmental conversations happening. And, if Alberta wants to continue having conversations with BC, I think they should. I encourage that kind of discourse. And yes, it's been fairly heated as of late, but the reality is sometimes behind closed doors it's less heated than it is in front. Could this happen without the consent of all impacted Indigenous nations?
Well, that's a really complicated question in BC, of course, because there's overlapping land claims, and it's difficult even to say who the Indigenous nation is. And so I don't want to get ahead of my skis on that. I think I'll leave that to the experts in that particular space. But it would be you'd have to even define who the impacted nations are, and that's quite a challenge. So, thank you very much. Cheers. Oh, look, oil is a legitimate and legal product in this country. I think the Prime Minister has been clear that there are a number of conditions that a project like that and many others would need to satisfy. That includes support from First Nations. That includes ensuring that the emissions associated with the pipeline fit in the context of Canada's climate plan. So, what about the tanker ban? I know that was an important thing for a lot of people in BC. I'm sure a lot of your constituents would not want to see that lifted for oil exports off northern BC. What do you think of the prospect of that being lifted or amended? Well, I think that we're going to have conversations with the province of BC. I think Premier Eby has been pretty clear about his position on that. I think the coastal First Nations have been very clear on their position on that. And much of the support for the LNG facilities that are going there, relies on the support of coastal First Nations. So I think there's a bunch of things that have to get worked through if, in fact, the government is looking to at least partially lift the ban. And could any of that happen, in your view, without the consent of those nations and the province? Well, I mean, I think the Prime Minister was pretty clear that projects would need the support of the jurisdictions in which they're being built. So I think there's got to be some conversations with the Premier. And in terms of First Nations, I mean, there needs to be significant support. It doesn't necessarily have to be unanimous. It wasn't in the case of Trans Mountain, but there needs to be significant support. And at the present time, I don't think there is. Conversely, what does Alberta have to do? Like, has to be a grand bargain, right? So what do you think Alberta has to do? Well, I mean, first of all, I mean, Alberta is the one that's actually doing some of the work on early development of the pipe. They're going to need to ensure that there's actually a proponent for this. I have not heard a private sector proponent. There may be one, but I haven't heard of it to date. And Alberta would, need to do some of the other elements that the government is looking to execute on, including strengthening the carbon price. So. Just to be clear, when you said the coastal nations and talking about LNG, are you saying that if this happened without their approval, it could jeopardize the LNG Well, that's development? what Premier Eby has said publicly many times. And you share that view? Well, I think that there's a risk. At the end of the day, I think there need to be conversations with those communities. So. What do you think is coming out as part of a discussion on an MOU with Alberta where BC is civil sector? Well, I mean, I think having constructive conversations with all of the provinces and territories are important, but it's obviously important that the Government of Canada and the province of BC also have conversations about this. So. Are you going to kind of deal with the Conservatives to get the bail reform bill passed by Christmas? Look, I would love to be able to have this passed in advance of the holidays. That's clearly not just up to one party or another. Some of the challenging comments that I saw in the House yesterday around the Conservatives not being in a rush to deal with this particular bill are deeply concerning. But my sense is there's a lot of people on the other side of the aisle who do want to see action on bail reform, whose local police are asking them to expeditiously adopt the bill. I hope they listen to the police in their local jurisdictions and support this bill so we can improve public safety as quickly as possible. Are you going to offer anything to the Conservatives then to get this across the line? Well, we are offering them a series of changes that are informed by the provincial governments and their jurisdictions and by their police forces. If they continue to ask for things that are clearly unconstitutional or that would weaken the public safety regime, then I would have no interest. If there are reasonable amendments that they're seeking that will actually strengthen the legislation, we always want to play ball with people who are seeking to improve public safety. But right now, I fear that some of the commentary in the House suggests their motivation may be more oriented around politics than public safety. What do you make of Alberta's move to use a notwithstanding clause for its latest bills on gender and trans Well, youth? look, just give me. Do you mind if I just pass this off? I'm concerned about the frequency with which we're seeing the notwithstanding clause being reached to as a tool to deal with very complex social issues. One of the pieces that is lost in this conversation in public is the fact that the Constitution provides already for the ability to adopt policies that may run counter to our constitutionally guaranteed rights, so long as the policies being put in place can be justified, reasonably justified, in a free and democratic society. And that's in Section 1 of the document.
And when you are reaching for the notwithstanding clause, what you're essentially doing is saying, we're going to adopt a law without regard as to whether that law is reasonable in a free and democratic society. Oftentimes, you can actually have unintended consequences using a very blunt instrument to deal with those complex social problems. So I'm always concerned when I see anybody see that they believe that they need recourse to the notwithstanding clause, when in fact some of these issues that governments will wrestle with can be dealt with in a way that respects the constitutional norms that have been respected for generations in Canada. On the Alberta-Ottawa deal, the MOU, and the idea of lifting a potential moratorium, would you be Look, I'm going to leave commentary on my colleagues' files to them. I expect they're all going to be coming out of that room at the same time, but I'm not going to step on my colleagues' toes here. Do you think that could cause fractures within the Liberal caucus? Look, I think one thing that you'll find there's near unanimous agreement behind is that we can actually have policies to grow the economy and to protect the environment at the same time. We obviously rely on a robust energy sector as part of our economy, but we also need to do our part when it comes to the global fight against climate change. On the specifics, I'll leave it to my colleagues to comment, but my sense is we're in a space politically across the country where we want to do multiple things, and growing the economy and protecting the environment need not run against one another. Look, guys, I'm late for a meeting. I should run it. Pensez-vous ce qui se passe au PLQ avec Pablo Rodriguez? J'ai pas beaucoup de détails. Êtes-vous surpris? Je n'ai pas de détails, donc je peux pas commenter. Vous avez encore des liens avec M. Rodriguez? C'est-tu un ami? C'est un collègue de longue date, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Avez-vous confiance qu'il va gérer la situation? Je fais confiance à Pablo. Il est supposé venir vous voir. Ça a été annulé à cause de cette crise-là. Vous avez pas Mais il venait pas me voir, donc j'ignore les détails, donc je suis dans l'impossibilité de commenter. Est-ce que vous en parlez du fait qu'il va peut-être y avoir une élection qui va mener au pouvoir, il y a un référendum et tout? Est-ce que ça commence à faire partie de la discussion au parti? Évidemment, l'unité nationale, c'est la marque de commerce du Parti libéral du Canada. Nous, on s'y prend en promettant et en prenant des mesures pour garantir une prospérité accrue pour le Québec. Donc, je pense ça pour un oui. Est-ce que c'est vrai? Tu commences à en parler, à élaborer des stratégies? Il n'y a pas eu un moment de ma vie politique où je ne me suis pas battu contre l'idée de la séparation du Québec. C'est quoi quand Mme Joly dit les discours de PSPP, ça jette le Québec dans les bras de M. Trump? Ben, je pense qu'elle a raison. Parce que le Québec serait complètement isolé. Sans... Qui se fait au PLQ en ce moment, là? Oh, ben ça nous a parlé. Je pense qu'on a assez chez nous. Ouais. Je pense que le PLC, on a beaucoup de travail après le budget, après la bonne nouvelle d'hier. Je pense qu'on va laisser le PLQ gérer. Pablo, c'est non seulement mon collègue, c'est mon ami aussi. Je pense que c'est l'homme de situation pour gérer des crises. On a vu amplement depuis 2015. Je pense que Pablo, c'est l'homme de situation pour gérer ça. Est-ce que c'est un signe qu'il faut faire davantage le ménage au Parti libéral du Québec? Ça, c'est pas à nous de commenter ça. Nous, on a en place ce matin un excellent caucus. On a parlé beaucoup de budget, et ainsi de suite, mais il faut absolument mettre en place rapidement tout ce qu'on a annoncé dans le budget pour les Québécois et les Canadiens, et puis d'offrir notre pleine collaboration avec le gouvernement du Québec pour bien faire avancer. Qui dit que le livre bleu ferait en sorte de lancer le Québec dans les bras de Donald Trump? Bien, regardez, Madame Joly est libre de ses commentaires. Moi, c'est évident avec ce qu'on sait de Donald Trump, on a des inquiétudes par rapport au Québec. Mais on a à cœur le Québec. Par contre, on est extrêmement bien représenté au caucus libéral pour bien représenter le Québec. Avec le nombre de députés qu'on a, on est une voix forte. Je pense qu'on est là pour protéger le Québec. Croyez-vous, quand Pablo dit qu'il n'était pas au courant, le croyez-vous? Moi, je n'ai pas commenté si des peut-être, s'il est au courant ou s'il ne l'était pas. Je n'étais pas là. J'y ai pas parlé, ça, je peux vous dire qu'on se texte, qu'on s'écrit, mais dernièrement, on ne s'est pas parlé. Êtes-vous étonné pour ça? Mais je peux vous dire que j'ai pas eu de communication avec lui là, dans les derniers jours. Je sais qu'il a annulé sa tournée en Outaouais pour une gestion de crise, possiblement.
Et puis, je pense que c'était la chose à faire. Merci beaucoup. Écoutez, on en a beaucoup à gérer au fédéral, c'est que je vais laisser le Parti libéral du Québec. Écoutez, il y a tellement des détails qui restent à savoir, c'est que je vais laisser ça au... Concernant le projet de livre bleu du PQ, votre collègue disait que, en fait, ça serait comme lancer le Québec dans les bras de Donald Trump. Qu'est-ce que vous en faites? Je pense qu'il y a des avantages indéniables, surtout face aux menaces tarifaires et à la guerre tarifaire qu'on vit actuellement, à rester unis au sein du Canada. Son commentaire, c'était peut-être un petit peu trop fort de café. Non, je ne dis pas ça, mais je dis simplement que je pense que les avantages sont clairs. Puis, quand on regarde ce qu'on fait pour les industries au Québec, pour soutenir nos secteurs stratégiques au Québec, je pense qu'il y a tout avantage à rester. Il y a une comparaison à faire entre le livre bleu et Project 2025. Moi, écoutez, ce que je vous dis, c'est que ce qu'on fait ici à Ottawa, c'est de travailler dans l'intérêt du Québec, au sein du Canada, défendre les intérêts du Québec. En particulier, en ce moment, face à la menace tarifaire, je pense que c'est ça sur quoi on doit se concentrer. Cette espèce du plan qu'on vous a présenté? Je suis encore en train de le réviser, mais il y a de très bons éléments pour retrouver la viabilité financière. Suffisamment pour redresser d'abord par rapport aux chiffres qu'on a vus hier? Ça va être un long processus, mais oui, il y a des bons éléments. Oui. C'est très nécessaire et c'est nécessaire. Merci. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que tout ça lui arrive? C'est de la politique provinciale, évidemment. Pablo, c'est un grand ami, je le soutiens. Mais c'est de la politique au niveau provincial. Merci beaucoup. Bonne journée. Par rapport au PQ qui veut lancer le Québec dans les bras de Donald Trump. Mais si le Québec se sépare comme le Parti québécois a intention de faire, qui va protéger le Québec si c'est plus part du Canada? Donc, ça va faciliter la tâche pour que Donald Trump vienne avec son armée, avec sa gang de venir prendre contrôle du Québec. Est-ce que vous dressez une comparaison entre le livre bleu et Project 2025? Non, pas vraiment, pas de commentaire là-dessus. Est-ce que ça vous dérange en ce moment les attaques des indépendantistes québécois contre les libéraux fédéraux? Est-ce que vous trouvez que les libéraux fédéraux devraient peut-être durcir le ton par rapport aux indépendantistes? On travaille sur le terrain. Moi, présentement, je travaille sur mon terrain dans mon comté. Je parle beaucoup avec mes commettants. On parle beaucoup de ces sujets-là. C'est un peu... Ça leur concerne, mais il n'y a pas une alarme parce qu'ils voient très bien que le fédéral est impliqué. Et sur le terrain, on est conscient de tout ce qui se passe. Et c'est juste un début de quelque chose, mais il n'y a pas beaucoup de traction. Est-ce qui vous dérange, les indépendantistes? Non, ça ne me dérange pas. Ils ont le droit d'exprimer leur pensée, leur voix, et on doit continuellement travailler ensemble, essayer de toujours collaborer et faire avancer le bien-être du Canada pour tous les Canadiens, pour tous les commettants qui sont dans mon comté d'Alberta. Merci beaucoup. Merci, j'apprécie. Je pense que ce que Mme Joly veut dire, c'est qu'en 2025, et ça va continuer encore pour quelques années, M. Trump est encore là pour 3 ans et demi, les relations entre le Canada et les États-Unis vont être particulièrement importantes et que le Québec va devoir faire partie de ces travaux et de ces relations et que se diviser, y compris au Québec, n'est pas une bonne chose pour nos relations avec les États-Unis. Il y a un an, vous disiez qu'il fallait tracer un contraste entre les fédéralistes et les indépendantistes québécois pour montrer aux Québécois quels étaient les bienfaits du fédéralisme canadien. Est-ce que vous trouvez qu'en ce moment, les indépendantistes prennent trop de place puis tapent un peu trop fort sur les libéraux fédéraux puis peut-être qu'il faudrait répliquer? Bien, je crois qu'à chaque génération, et c'est vrai en 2025, il faut refaire la pédagogie du fédéralisme. Le fédéralisme, c'est une façon de s'unir pour travailler ensemble. Il y a d'autres façons de travailler, évidemment, celle de se diviser et de s'isoler. Ce n'est pas celle que personnellement je trouve bonne pour le Québec, mais cette pédagogie doit être refaite à toutes les générations. On le fait en 1995, en 1980, en 2025, et les années à venir, on va devoir la refaire. Vous représentez, vous êtes le président du caucus Québec. Donc, qu'est-ce que vos membres au caucus Québec vous demandent de faire par rapport au PQ, par rapport au Bloc québécois
On entendait, un député plus tôt me disait, ça commence à taper un peu du pied dans les circonscriptions, dans les comtés. Il faudrait peut-être répliquer, être plus dur envers les indépendantistes. Non, on ne veut pas de relation. Quand je dis on, ce sont les députés du Québec à qui je viens de parler d'ailleurs lors du caucus ce matin. On ne veut pas de relation antagonisante avec le Bloc ou le Parti québécois. On est tous là pour travailler pour les Québécois. On sait que le fédéralisme et que le Canada, c'est une solution positive aux enjeux que nous vivons présentement. Donc, c'est pour nous faire avancer ensemble. Il y a d'autres personnes, d'autres groupes qui prétendent qu'en se divisant et en s'isolant, on pourrait aller plus loin. Et nous, on pense que c'est faux, mais que cette pédagogie doit être faite au cours des prochains mois et des prochaines années. Est-ce que Mme Joly a été trop loin? Mme Joly dit à sa façon que nous avons de gros enjeux, de gros problèmes à régler au Canada et qu'on ne devrait pas en inventer d'autres. Les défis que l'on a sont des défis très sérieux et s'inventer des problèmes, de se diviser, s'isoler, ce n'est pas une façon de traiter les problèmes très nombreux que nous avons en matière économique, en matière environnementale et en matière de relations internationales. Est-ce que vous, au PLC, vous essayez d'aider le PLQ en mettant, par exemple, de la chaleur sur le PQ dans vos commentaires? Non, notre travail à Ottawa, ce n'est pas d'aider un parti politique au Québec ou ailleurs. Notre travail, c'est de travailler pour les Canadiens et pour les Québécois en particulier. Nous avons un caucus très solide de 44 députés. C'est le plus gros caucus au Québec, caucus libéral. Et on est très positif et très engagé avec les autres caucus du pays, parce que c'est ensemble qu'on va être plus fort pour, entre autres, traiter de cette relation avec le gouvernement américain. Que pensez-vous de la comparaison qui se fait en ce moment dans vos rangs par rapport au livre bleu qui ressemblerait étrangement au Project 2025 de Donald Trump ou des... J'aurais besoin d'étudier la question plus attentivement avant de vous fournir une réponse intelligente. Merci. Being selected as the Inuit Premier yesterday? Well, I do know he's the first non-Inuit premier, but he has a long history in government, and it's the choice of the people. Have you spoken to him? Do you know? No, but I am looking forward to talking with him.